La flic n'insista pas. Elle me fit signer ma déclaration, m'indiqua que je serais présenté à un juge demain matin, puis appela un de ses adjoints pour me conduire à la mugshot room, dans laquelle on releva mes empreintes digitales et où on me tira le portrait. Avant de donner l'ordre de me reconduire en cellule, la booking officer accepta que je passe un coup de fil. « 4. Sans enthousiasme, je décidai de contacter mon père, Frank Costello. Je redoutais sa réaction, mais je savais aussi que lui seul pouvait me sortir rapidement de la situation fâcheuse dans laquelle je me trouvais. J'appelai donc Pauline, sa fidèle secrétaire à l'hôpital, qui un temps avait été sa maîtresse. Surprise de m'avoir au bout du fil, elle m'annonça que Frank était actuellement en vacances avec sa femme dans la région du lac de Côme, en Italie. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Pauline ? Mon père ne prend jamais de vacances, et encore moins à 6000 kilomètres de chez lui. »« Bien, il faut croire que tout change, » répondit-elle un peu mal à l'aise. « Écoutez, je n'ai pas le temps de vous expliquer les raisons de mon appel, mais il est impératif que je parle à Frank, tout de suite. » Elle soupira, me mit en attente, et moins d'une minute plus tard, la voix rauque et enrouée de mon père me lança. « Bordel, c'est vraiment toi, Arthur ? » ?»« Salut, papa. »« Pourquoi es-tu resté 1 an sans nous donner de nouvelles ? On s'est fait un sang d'encre. » En 3 phrases, je lui brossai le portrait peu reluisant de ma situation. « Mais où étais-tu pendant tout ce temps, nom de Dieu ?» Je l'entendais qui s'étranglait de colère à l'autre bout du fil. Sa voix était caverneuse, comme s'il me parlait d'outre-tombe. « Je n'en ai pas la moindre idée, figure-toi. Mon dernier souvenir remonte à ce jour d'été où tu m'as fait signer les papiers au sujet de l'héritage du phare. Parlons-en du phare. J'ai vu que tu avais cassé le mur de briques. Je t'avais pourtant formellement interdit de le faire. » Sa réponse me fit sortir de mes gonds. « Tu n'attendais que ça ? Tu m'avais même acheté tous les outils. » Il ne me démentit pas. Au contraire, derrière une colère convenue, je sentis qu'il brûlait de savoir. La suite de la conversation confirma mon intuition. « Alors, qu'as-tu trouvé derrière la porte ?»« Un chapelet d'emmerde, » dis-je pour éluder sa question. « Qu'as-tu trouvé ?» répéta-t-il de plus en plus menaçant. « Pour le savoir, il faudra d'abord que ton avocat me sorte de prison. » Il partit dans une longue toux, puis finit par promettre. « J'appelle Jeffrey tout de suite. Il va te tirer de là. »« Merci. Dis-moi, papa, es-tu certain de m'avoir bien dit tout ce que tu savais sur ce phare ?»« Bien sûr. Pourquoi t'aurais-je caché quoi que ce soit ? Mais j'aurais peut-être mieux fait de me taire, puisque tu ne m'as pas écouté. » Je ne voulus pas en rester là. « Je pense plus particulièrement à l'histoire de mon grand-père. »« Quoi, ton grand-père ? Crois-moi, je t'ai tout dit. Je te le jure sur la tête de mes enfants. » Un rire nerveux me traversa. Il avait passé sa vie à jurer à ma mère qu'il ne la trompait pas, sur la tête de ses enfants. « Frank, dis-moi la vérité, bordel !» Je l'entendis cracher ses poumons à l'autre bout du fil. Soudain, je compris. Vu la célérité avec laquelle Pauline avait réussi à le joindre, il n'était pas en Italie, mais plutôt dans un hôpital à soigner la rechute de son cancer, en prenant soin que cela ne se sache pas et en étant persuadé de réussir, encore une fois, à passer à travers les gouttes. « D'accord, » concéda-t-il enfin. « Il y a bien une chose dont je ne t'ai pas parlé et que tu mérites peut-être de savoir. » Je m'attendais à tout et à rien. « Ton grand-père n'est pas mort. » Incrédule, je demandai à mon père s'il se moquait de moi. « Malheureusement non. »« Comment ça, malheureusement ?» J'entendis un profond soupir, puis « Sullivan est à New York.
Il est interné dans un hôpital psychiatrique de Roosevelt Island. Alors que j'encaissais la révélation, quelqu'un me tapa dans le dos. La flic latino cherchait à me faire comprendre que ma communication ne pouvait pas s'éterniser ainsi. D'un signe de la main, je lui réclamais 1 minute supplémentaire. « Depuis quand sais-tu qu'il est vivant ?»« Depuis 13 ans. »« 13 ans ?» Nouveau soupir de lassitude. Un soir, en 1979, j'ai reçu un coup de téléphone du responsable d'une association de Manhattan qui faisait des maraudes auprès des sans-domicile fixe. Ces gars venaient de retrouver Sullivan errant dans Grand Central Station. Il était agressif, complètement désorienté, ne sachant plus ni où il se trouvait, ni même à quelle époque il était. « Et toi, son propre fils, tu l'as fait interner ?»« Ne crois pas que je l'ai fait de gaieté de cœur !» explosa Frank. « Il avait disparu depuis plus de 24 ans. Il était malade, violent, incontrôlable, il racontait n'importe quoi. Il s'accusait du meurtre d'une femme. Et puis, je n'ai pas pris cette décision seul. Il y a eu plusieurs expertises psychiatriques qui furent toutes sans appel. Délire de persécution, psychose, démence sénile. Mais comment as-tu pu garder cela secret? J'avais le droit de savoir. Tu m'as privé d'un grand-père, j'aurais pu lui rendre visite, j'aurais pu... Foutaise! Tu n'aurais pas aimé ce qu'il était devenu. Quoi ça t'aurait servi de rendre visite à un légume, à part à te faire du mal? Je refusais de le suivre dans ce raisonnement. Qui était au courant? Maman? Ma sœur? Mon frère? Seule ta mère était dans la confidence. Qu'est-ce que tu crois? J'ai tout fait pour ne pas ébruiter l'affaire. Je voulais protéger notre famille, protéger l'entreprise. Sauvegarder les apparences, comme d'habitude. Ça a toujours été le plus important pour toi, n'est-ce pas? Tu m'emmerdes, Arthur! Je voulus répondre, mais il avait raccroché. 5. 9 heures du matin, le lendemain. Et tu sais ce qu'on dit, fiston. On n'a jamais de seconde chance de faire bonne impression. Tandis que nous patientions dans les couloirs du tribunal, Jeffrey Wexler m'aidait à ajuster mon nœud de cravate. Son assistante, armée d'un pinceau virevoltant, tentait de camoufler mes cernes et ma tête de déterré avec du fond de teint. Nous n'avions que quelques minutes pour décider de la stratégie à adopter avant que je comparaisse devant le juge. Mais, fidèle à la philosophie de mon père, c'était les apparences qui importaient à Jeffrey, plus que le fond du dossier. « C'est injuste, mais c'est comme ça, » reprit le vieil avocat. « Si tu réussis à donner le change à la barre, tu as déjà parcouru la moitié du chemin. Le reste, tu me laisses m'en charger. » Je le connaissais depuis que j'étais enfant, et sans que je sache trop pourquoi, je l'aimais bien. Il faut dire que l'homme de loi avait bien fait les choses. Non seulement il m'avait apporté un costume, mais encore il avait pensé à récupérer mon portefeuille, ma carte de crédit et tous mes papiers, carte d'identité, permis de conduire, passeport, pour établir avec certitude mon identité devant le tribunal. Dieu sait comment, il s'était aussi débrouillé pour que mon cas soit examiné en priorité. Cette première audience dura moins de 10 minutes. Suivant une routine paresseuse, un juge encore mal réveillé énonça rapidement les faits qui m'étaient reprochés, puis donna la parole successivement à l'accusation et à la défense. Jeffrey commença alors son boniment. D'un ton convaincant, enchaînant les syllogismes trompeurs, il entreprit de démontrer que toute cette affaire n'était partie que d'un malentendu insignifiant, et il demanda l'abandon de toutes les charges qui pesaient contre moi. Sans trop se faire prier, le procureur accepta de laisser tomber le chef d'accusation pour exhibition. Mais, après un dernier échange musclé avec Jeffrey, il refusa de requalifier celui de coups et blessures sur un représentant des forces de l'ordre. Jeffrey annonça que dans ces conditions, nous allions plaider non coupable. Le procureur demanda une caution de 20 000 $, que Jeffrey parvint à faire baisser à 5 000 $. Puis le juge m'annonça que je serais convoqué prochainement pour le procès et abaissa son marteau. Affaire suivante.
6. À peine l'audience toucha-t-elle à sa fin que je compris que Jeffrey avait pour mission de me ramener à Boston. Il insista pour que je rentre avec lui, mais je voulais rester libre de mes mouvements. « Frank ne va pas être content, » maugréa-t-il. « S'il y a quelqu'un capable de lui tenir tête, c'est bien toi, non ?» Il capitula et me glissa même 4 billets de $50 dans la poche. Enfin libre. Je sortis du tribunal et parcourus à pied plusieurs pâtés de maison. Il était déjà 10 heures du matin, mais l'air de la ville était encore frais, son bourdonnement rassurant. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit, mais je me sentais libéré d'un poids et j'avais retrouvé une certaine forme physique. Mes articulations étaient souples, je respirais bien, ma migraine avait disparu. Seul mon ventre me faisait mal et gargouillait. Je fis une halte dans un Dunkin' Donuts, m'offris un grand gobelet de café et un beignet avant de reprendre ma course. Park Avenue, Madison, la 5e. La dernière fois que j'avais mis les pieds à New York, c'était pour fêter l'enterrement de vie de garçon d'un de mes collègues Toubib. Première halte à New York, puis virée à Atlantic City. Je me souvenais que nous avions loué une voiture au stand Hertz de notre hôtel, le Marriott Marquis, célèbre pour son bar en hauteur qui tournait sur lui-même et permettait d'avoir une vue à 360 degrés sur Manhattan. En arrivant sur Times Square, j'eus le même haut-le-cœur que chaque fois. Si, la nuit, les cascades de néon camouflaient le chancre qui le dévorait, en plein jour, le quartier ne pouvait masquer sa dimension sordide. Les enseignes de pipe-show et les devantures des cinémas porno étaient squattées par des SDF, des drogués aux têtes de zombies, des prostituées fatiguées. Quelques touristes furetaient dans des boutiques de souvenirs glauques. Un type édenté faisait la manche, portant une pancarte « HIV positive » attachée avec une cordelette autour de son cou. La cour des miracles, au croisement du monde. Je traversai Broadway et m'engouffrai dans le passage souterrain qui menait au hall de l'hôtel. Je retrouvai facilement le stand de l'agence de location de voitures. L'employé consulta son ordinateur pour constater que mes références étaient toujours dans leur fichier. Pour ne pas perdre de temps, j'acceptai le premier véhicule qu'on me proposa. Un Mazda Navajo 2 portes aux lignes tranchantes et carrées. Au moment de régler, je fus surpris mais soulagé de constater que ma carte de paiement était toujours activée. Je m'installai au volant et quittai Manhattan par la FDR Drive en direction du nord. Pour retrouver la mémoire, il me fallait revenir au traumatisme initial, là où tout avait commencé, dans la cave du phare des 24 vents. Pendant les 4 heures que dura le trajet jusqu'à Cape Cod, je passais d'une station de radio à une autre, alternant les émissions d'infos et les programmes musicaux. 4 heures d'apprentissage accéléré pour rattraper une absence de plus d'1 an. Je mesurais la popularité de Bill Clinton, dont j'ignorais l'existence 1 an plus tôt, celle d'un nouveau groupe de rock alternatif, Nirvana, dont les guitares saturées envahissaient les ondes. J'appris qu'au printemps, des émeutes avaient dévasté Los Angeles, après l'acquittement des 4 policiers qui avaient tabassé Rodney King. À la manière dont un animateur désannonçait la chanson « Living on My Own », je compris que Freddie Mercury avait dû passer récemment l'arme à gauche. Sur une station consacrée au cinéma, des auditeurs discutaient de films dont je n'avais jamais entendu parler. Basic Instinct, The Commitments, My Own Private Idaho. « 7. Il était plus de 14 heures lorsque je m'engageai dans l'allée de gravier qui menait à 24 Winds Lighthouse. Indéboulonnable et ensorcelante, la silhouette trapue du phare se dressait solidement au milieu des rochers, exposant ses flancs en bois peint au soleil estival qui brillait haut dans le ciel. En sortant de la voiture,
Je portais mes mains en visière pour me protéger de la poussière que charriait un vent tourbillonnant qui venait des falaises. Je montais la volée de marche en pierre qui conduisait au cottage. La porte de la petite maison accolée au phare était fermée à clé, mais un violent coup d'épaule me permit de la faire céder.